Kevin Flamme. Bonjour Jean-Philippe Denis. Kevin Flamme, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest. Vous êtes chercheur associé à l'IRG, l'Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Créteil. Kevin Flamme, avec vous, on va faire un voyage entre glamour et souffrance. Voyage au pays du mannequinat, plus précisément du métier de mannequin. C'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions RS. C'est absolument passionnant. Alors, on va démarrer tout de suite. C'est le premier ouvrage en langue française qui traite de l'industrie du mannequinat. Vu du mannequin, vous avez été mannequin pendant 8 ans. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment l'ancrage, le point de départ de ce livre, c'est de raconter mon expérience que j'ai pu avoir pendant 8 ans au sein de la mode, donc en France, mais aussi à l'étranger. Et puis de voir à travers les yeux du narrateur, à travers cette narration-là, tout le parcours d'un mannequin, de son recrutement à sa première signature de contrat, la rencontre des clients, au fait de performer sur scène, la création artistique, jusqu'à la rupture d'un contrat, en fait. Et donc le livre s'appuie sur cette expérience-là, donc à travers une méthode de recherche qui s'appelle l'auto-ethnographie, pour étudier vraiment la capacité ou la propension du mannequin à s'émanciper de certaines pratiques de gestion qui pourraient être qualifiées à certains endroits d'aliénantes. Donc voilà, ça c'est le focus du livre, en effet en s'appuyant sur l'expérience du chercheur, qui se trouve être aussi le sujet et l'objet de la recherche dans ce livre. Alors, qu'est-ce que cette recherche finalement apporte comme nouveauté à l'étude du travail de mannequin, aux études organisationnelles? Voilà, qu'est-ce qu'on apprend grâce à vous et grâce à ce voyage? Alors, la littérature sur le travail des mannequins est assez parcellaire finalement, puisque ce sont surtout des sociologues qui ont étudié la mode. C'est ce marché qui représente quand même 3 000 milliards de dollars par an environ. Et puis, pour montrer en tout cas que la création de valeur dans ce secteur d'activité-là repose évidemment sur les mannequins, à travers le développement de capitaux, que ce soit des capitaux symboliques, le fait de rencontrer, démarcher un réseau, de travailler son corps, et puis aussi de jouer sur scène le fantasme, le rêve de chaque client, jusqu'à ce que Hochschild appelait le travail émotionnel. Donc la littérature a beaucoup étudié ça, en montrant finalement que ces grandes consignes qui émanent des agents, des clients, des photographes, des stylistes, viennent de l'extérieur et sont quelque part imposées aux mannequins qui subit ces injonctions-là en vue de correspondre à ce modèle de création de valeur. Et dans le livre, force est de constater, en fait, à travers l'exercice d'écriture, que les choses sont un peu plus complexes et que le mannequin se soumet volontairement à ce système-là. Il n'est pas vraiment aliéné, il n'est pas dominé, voilà, pour reprendre ce vocabulaire très utilisé dans la littérature, à ces pratiques d'organisation de travail et à ce système managérial-là. Bien au contraire, il y participe volontairement. Et ça, c'est un point de différence avec la littérature, en effet. C'est une forme de servitude volontaire. Dans l'ouvrage, vous évoquez notamment l'idée qu'un jour on incarne les fantasmes d'Yves Saint-Laurent et le lendemain ceux de Gucci. Oui, c'est exactement ça, en fait. Alors, pour resituer, en fait, c'est que le système de management, le modèle de management qui est en place va reposer sur différents piliers, que ce soit une logique d'obsolescence, comme vous le dites, parce que les codes de la mode évoluent très vite. Il y a aussi ce besoin de flexibilité du mannequin, parce qu'en effet, si le lundi matin, il travaille pour Yves Saint-Laurent en incarnant un dandy, le mardi, il doit travailler pour Gucci, être un peu plus rock'n'roll, et puis le surlendemain, pour une marque comme Dolce Gabbana, et incarner un personnage très viril. Donc cette flexibilité en termes d'identité et de performance des émotions sur scène est nécessaire pour que le mannequin puisse créer cette valeur-là dont je parlais tout à l'heure. Puis à ça, il y a aussi dans ce modèle managérial-là une logique d'infantilisation, parce que les managers occupent la place quasiment de parents, en fait. Le mannequin n'a rien à faire, il ne lit quasiment pas les contrats qu'il doit signer, il n'a pas de visibilité sur la négociation de ses contrats avec les différents clients, qui reste l'apanage de ces managers, en fait. On pourrait ajouter d'autres exemples. Le mannequin voyage sur des avions dont les billets sont réservés par les managers, les chambres d'hôtel également, etc. Et donc, il est pris dans un système que les sociologues cliniciens ont appelé un système managinaire, finalement,
où le mannequin va s'identifier complètement à l'idéal de l'organisation, de l'agence de mannequins, à ce rêve qu'est la mode, pour finalement poursuivre cette quête de l'excellence. C'est ce qui se voit à travers comment dire, les comportements qu'ils adoptent entre eux, par exemple, de rivalité, de comparaison, en se posant des questions parfois très simples. Combien est-ce que tu as gagné après ne pas s'être vu pendant plusieurs semaines, quoi. Entre glamour et souffrance, le métier de mannequin, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des influenceurs, etc. Et une jeunesse aussi, hein, qui rêve beaucoup de cet univers de la mode dont vous venez de nous parler. Voilà. Entre glamour et souffrance, le métier de mannequin, édition RS. Merci Kevin Flamme. Merci beaucoup.